Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. C'est Late et Smart saison 2021 que vous souhaitez de vivre dans une France audacieuse, puisque l'audace, c'est un petit peu le mot-clé de notre chaîne Be Smart Late et Smart durant une heure, comme chaque soir. Et donc ça reprend. Durant une heure, nous allons tenter de mieux comprendre l'actualité économique du moment, économique au sens large. De quoi va-t-on parler ce soir? D'abord, on dira quand même un mot sur la polémique, la polémique des vaccins, évidemment, sera l'apéritif. Et puis après, dans la première partie de l'émission, c'est moi qui poserai les questions. Et cette fois-ci, c'est mes invités qui imposeront le thème. Je leur demanderai une prévision, une prédiction et un souhait pour 2021. Sous-entendu, une prédiction, c'est plutôt probable. Un souhait, c'est pas totalement impossible. Voilà l'exercice que je réserve à mes deux invités dans la première partie de l'émission. Un sujet plus traditionnel, c'est en deuxième partie, c'est l'événement entre guillemets industriel du jour, le vote des assemblées générales de PSA et de Fiat Chrysler validant la fusion des deux entités aujourd'hui. Le thème à propos de cette fusion sera Big est-il encore beautiful et en 2021 et particulièrement dans l'automobile. Mes invités, Jean-François Robin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, directeur de la recherche Natixis CIB. À ma gauche, Nicolas Doucerin, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Entrepreneur, président de Valumène, entreprise cabinet spécialisé dans le management de transition, management de crise souvent, hein, ça va, oui, souvent. ça va avec. Merci à tous les deux d'être à mes côtés. Je le disais, notre petite question apéritif. Sujet, apéritif, la France malade du vaccin. Regardons 2 secondes, deux et là. Je ne doute pas que vous êtes tous au courant des polémiques de ces derniers jours. 2 choses amusantes à ce propos, et puis après, je vous pose la petite question obligatoire de début. Regardez, c'était dans l'éditorial de l'opinion, Olivier Auguste qui qui notait que le 31 décembre en France, il y a eu 242 décrets, arrêtés, circulaires, décisions et avis publiés au journal officiel, c'est-à-dire davantage que le nombre de vaccinés contre la Covid-19 dans cette même journée. En France, alors on peut en rigoler comme Tanguy Pastureau sur Inter qui expliquait que la France était le seul pays où le ministre de la Santé connaît le prénom de tous les vaccinés. Et puis on en rajoute une couche ou pas, vous allez me le dire, avec aujourd'hui, 35 Français tirés au sort aujourd'hui pour constituer un nouveau comité en charge de se prononcer sur la stratégie vaccinale du pays. L'économiste Thomas Philippon qui nous explique que c'est une violation du principe du trou. En effet, normalement, la première chose à faire pour en sortir, c'est d'arrêter de creuser, sous-entendu, avec ce comité Théodule, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, ces 35 citoyens français tirés au sort pour se prononcer sur la stratégie vaccinale, ce serait plutôt continuer à creuser le trou dans lequel nous sommes. Allez, un mot de réaction à cette espèce de réveil français un petit peu honteux en ce début d'année 2021. Il y a 250 000 vaccinés en Allemagne. Hier soir, il y en avait 516 en France, 120, 130 000 en Italie, en Israël, quasiment 1 million, c'est-à-dire quand même déjà 13% de la population. Jean-François, votre sentiment faut crier avec les loups, on donne encore quelques jours pour essayer de rétablir la situation, ou c'est quand même significatif, symbolique de quelque chose? Je pense que déjà, il faut se donner un petit peu de temps. Évidemment, c'est pas au bout de 3 jours, mais enfin quand même là, on a perdu une semaine, grosso modo. Hein, donc, ce qui est un petit peu agaçant, c'est que les Allemands, ou l'Europe en général, on a les mêmes règles du jeu. On a tous démarré le même jour, le 27. On a le même jeu, on a le même nombre de vaccins au prorata de la population. On a 500 000 vaccins, on nous dit, et à côté de ça, on en a 500 de vaccinés. Donc, on a quand même un énorme problème de logistique là-dedans. Et je crois quand même que c'est du coup les règles que nous-mêmes on s'est imposées. C'est-à-dire que finalement, ce qui nous différencie des Allemands qui font 280 000, vous le disiez, vaccinés dans le même temps, c'est qu'ils ne s'embarrassent pas forcément de tout ce protocole très administratif où on se cache derrière son petit doigt en disant il faut absolument que le médecin traitant, qu'on signe des papiers, des levées de charges, de décharges en cas de problème, etc. Je crois que les Allemands et tous ces pays que vous citiez avant ne s'embarrassent pas trop de ça. Tous les gens volontaires. Ils ne l'imposent pas pour autant, mais c'est les volontaires. Mais les volontaires, il y a volontaires de plus de 75 ans, vous y allez, après les plus de 65, tous les médecins qui veulent y aller, ils y vont, etc. Là, parce que tout le monde a fait la même chose, hein. On commence par les publics fragiles et les médecins, il n'y a pas tellement de polémique autour de ça, tout le monde fait à peu près la même chose, c'est pas là tellement le problème. Le problème, c'est effectivement cette lenteur, encore une fois, administrative. On avait l'excuse des masques, où là, évidemment, le monde entier cherchait les masques en même temps, on pouvait comprendre. Bon, là, on l'a vu venir, ce truc-là, et tout le monde est parti au même moment, et on voit bien l'efficacité allemande ou anglaise par rapport aux Français
Français. À ce stade, encore une fois, c'est à la fin du mois de janvier qu'on comptera. Ils veulent 1 million de personnes vaccinées avant fin février, pardon. On verra si on y sera. Mais de quelle année? Voilà. Pour l'instant, le démarrage on est parti en mode tortue là. Il rend pas très fier, Nicolas. Bah écoutez, moi c'est simple, je suis né en 76, donc à ce rythme-là, je sais pas, je serais vacciné quoi en 2062, 2070 par là. Vous n'êtes pas du tout prioritaire, vous êtes très jeunes tous les deux. Mais je le deviendrai en 2062, sans doute. Ouais. Non, je pense que quand on en est aujourd'hui même à tirer au sort 35 citoyens pour essayer de trouver des solutions, je pense qu'aujourd'hui on ferait bien... Ces solutions, évaluer le truc, parce qu'ils doivent rendre leur rapport cet été, donc on imagine qu'il y aura quand même quelques vaccinés d'ici l'été. Non, on peut l'espérer, c'est sûr qu'il ne faut pas tirer sur l'ambulance, mais ce qui est quand même globalement assez affligeant, c'est que ça fait des mois que nous sommes au courant de l'arrivée de ce vaccin, ça fait des mois par définition qu'on peut préparer, roder les équipes, organiser un plan de bataille, puisque le chef de l'État nous a indiqué que nous étions en guerre, et donc si nous sommes en guerre, il faut préparer l'armée pour être opérationnel et être capable d'affronter cette pandémie, et donc cette phase importante qui est la vaccination. Dans ce cas-là, moi, je suggère une solution au président de la République, qui mette son gouvernement en vacances pendant quelques jours, je pense qu'ils en ont bien besoin, et qui laisse le pouvoir aux maires des communes, et qu'on décentralise la vaccination. Voilà, je ne sais pas, prenons toutes les salles municipales des communes, séparons-les en deux, faisons venir les médecins sur place, organisons, décentralisons, pour permettre à notre pays de respirer, d'être beaucoup plus efficace, parce qu'effectivement, à ce rythme-là, pour le moment, c'est quand même pas très encourageant. Allez, il y a une réunion de crise cet après-midi à l'Élysée. On verra si ça donne des résultats, si ça change un petit peu la donne. En tout cas, la dynamique à suivre, évidemment. Je ne sais pas si vous êtes des fidèles. C'était la dernière émission de l'année ou l'avant-dernière émission de l'année. J'avais dit que, effectivement, j'avais anticipé que le tableau des différences de variation, de vaccination entre les pays allait devenir le tableau le plus regardé. Ça n'a pas manqué depuis quelques jours. On a tous pu le constater, ce fameux tableau qui, à date, est très défavorable. Le tableau de la honte. Très défavorable à la France. Allez, tout de suite, on va passer à débat ou pas. D'ailleurs, je ne sais pas. On va voir les anticipations pour 2021 de mes invités. Toute cette semaine, puisque c'est la première semaine de l'année, je demanderai à mes invités une prédiction et un souhait pour 2021. Je commence donc ce soir avec Jean-François et Nicolas. Jean-François, voilà, une prédiction. Ce que j'appelle prédiction, c'est un truc quand même possible, voire probable, sur lequel on ne fera pas forcément les comptes à la fin de l'année, mais en tout cas, quelque chose qui, selon vous, devrait se produire d'un peu différent, original, je ne sais pas, en tout cas d'un peu différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans tous les domaines. Vous choisissez, ça peut être un chiffre, ça peut être une tendance, mais il faut que ce soit un petit peu concret. Ça peut être un événement géopolitique majeur aussi. N'hésitez pas. Allez, votre prédiction 2021, Jean-François. Je pense que 2021, il y a une prédiction possible, je pense qu'il y a quand même une conviction, là, pour le coup, qu'une fois qu'on aura ce vaccin se généraliser, une fois qu'on aura le virus même qui disparaîtra un petit peu tout seul, l'idée c'est que avec les beaux jours qui reviennent, le vaccin sera un petit peu plus généralisé, et en plus le virus moins virulent, et donc la deuxième partie de 2021 sera bonne. Moi, ma prédiction, elle aurait pu être un peu effectivement celle-ci, c'est-à-dire quand on va rouvrir les économies, je pense qu'on va être assez surpris de la vigueur avec laquelle on va revenir à une certaine normalité. Mais je voulais, moi, peut-être j'insisterais sur un truc un peu différent, et sortir un peu de ça, en disant que moi, je pense la prédiction, ce serait que un des grands gagnants de 2021, cette année, c'est typiquement Tesla qui a fait plus 700%, ou Moderna, plus 400% en bourse, pour les raisons qu'on connaît. Je pense qu'un des grands gagnants potentiellement de 2021, c'est en fait le prix de la tonne de carbone. Je pense que le monde est en train de s'organiser, et c'est assez nouveau de voir que... en fait, déjà, vous nous rappelez, en tout cas, que le prix de la tonne de carbone est coté. Voilà, c'est coté, ça a un prix, et effectivement... C'est coté parce que chaque entreprise a entre guillemets, un quota de droits à polluer. Et en fait, avec la course qui s'annonce pour réduire les émissions de CO2, on a le monde entier qui va devoir un petit peu lutter pour réduire ses émissions de CO2.
Hein, vous savez que l'objectif d'ici 2050, hein, c'est quand même assez bientôt, c'est en neutralité carbone, mais surtout l'objectif de 2030, c'est de réduire de 55% nos émissions de CO2. Hein. Je rappelle que les émissions par rapport à 90. par rapport à 90, hein, nos émissions de l'année dernière, en 2019, hors Covid, parce que c'est un peu exceptionnel, elles étaient en baisse, roulement de tambour, de moins 0,2%. Donc on est très très loin, là, dans les 9 prochaines années, il faut qu'on accélère big time là-dessus. Et rappelons que ce chiffre de 55%, il est très récent, hein, il a été déterminé en décembre, validé par le Parlement européen, repris par la France. Décembre, on était à 40 avant. Voilà, on était à 40. Et la nouveauté, c'est que les Chinois se donnent ce même objectif de neutralité carbone, pas en 2050, 10 ans après tout le monde, mais en 2060. Donc là aussi, il va falloir qu'ils accélèrent très très massivement. Et ils partent de beaucoup plus leurs loin. émissions augmentent en 2019-2020. Hein, leur pic n'est pas attendu avant 2030 de pollution. Et la bonne nouvelle, donc, c'est quand même qu'ils rejoignent cette course à la réduction du CO2 et donc aller chercher, faire monter le prix de la tonne de carbone parce qu'effectivement, c'est une façon c'est un reflet de ça, des émissions. Alors, pour être bien précis, sur ce marché du prix sur ce marché du carbone, qui sont les vendeurs, qui sont les acheteurs? En fait, les acheteurs sont les pollueurs, quelque part. Hein. C'est un petit peu comme... C'est un peu le fonctionnement du Bitcoin, sans vouloir faire le parallèle même malheureux ou heureux, selon de quel côté on se place. Mais quelque part, on a des allocations de droits pollués qui sont nécessairement plus limitées que les pollutions effectives. Et donc, l'idée, c'est d'acheter des droits pollués et que les pollueurs achètent des droits pollués. Donc, plus ils ont besoin d'acheter des droits pollués, plus le prix de la pollution de ce droit pollué augmente. Et donc, ça incite... donc moins ça les incite à moins polluer. Et voilà, ça les incite à réduire massivement ce prix, leurs émissions. Et donc, plus le prix de la tonne de carbone monte, plus ils réduisent leurs émissions de carbone. Et donc, vous avez l'Europe qui est en pointe là-dessus, qui doit accélérer très très fortement, la Chine qui s'y met, et Joe Biden qui est en train d'annoncer qu'il rejoint la COP21, et donc qui va lui aussi se donner un objectif de neutralité carbone. Donc le monde entier, et le Japon y était déjà, le monde entier va quand même un petit peu, je dirais, avoir une compétition assez saine de ce point de vue-là pour essayer de réduire ses émissions de CO2. Et donc, le prix de la tonne de carbone va devenir assez cher parce qu'on va se les arracher. Certains de vos confrères économistes, Jean-François, suggèrent qu'il y a une détermination a priori du prix du carbone avec des prix qui seraient fixés, qui seraient relevés chaque année de façon à forcer ce mouvement, justement, et ne pas laisser uniquement les forces du marché faire en sorte que le prix du carbone augmente, avec les vertus en conséquence, mais qu'on fixe un prix du carbone d'une manière ou d'une autre, un peu comme les banques centrales fixent un taux d'intérêt, ou en tout cas un objectif de taux d'intérêt, voilà. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous souscrivez, ou vous pensez qu'il peut arriver? Il y a un certain nombre d'études, notamment du FMI, qui dit que le prix de la tonne de carbone devrait doubler, être autour de $100 la tonne. Donc ça a un vrai effet très très incitatif sur les réductions d'émissions. En fait, on peut aussi voir ça un peu sur le mode de la Banque centrale, c'est-à-dire qu'elle régule un petit peu le nombre de droits à polluer. Et la commission... C'est une manière d'orienter ce prix, finalement. Ce marché a été complètement végété un peu à un moment. Et en fait, la Commission européenne a dit, en fait, pourquoi ça végète? Le prix est trop bas, tout le monde s'en fout. Oui, voilà. Donc, je retire un peu des droits à polluer pour que, du coup, les pollueurs se disent, je pilote un peu les prix, je les achète et ça fait monter le prix. Et du coup, l'incitation à rebaisser les prix du carbone. Et donc, on a ce pilotage un peu de la Commission européenne au sein de l'Europe qui pourrait effectivement décider d'accélérer la donne. Mais je pense que la dynamique actuelle, avec tous les grands acteurs qui s'alignent, ça va être un des grands changements. Je pense que le monde post-Covid, on va plutôt voir une accélération de la digitalisation, c'est sûr, mais aussi de la transition énergétique. On voit tous les grands acteurs s'aligner là-dedans. On voit des Total qui essaient dorénavant de se positionner comme des leaders des énergies renouvelables, etc. On voit le parcours désastreux de Exxon en bourse qui est sorti de Dow Jones, ou du Shell qui est obligé de passer des dépréciations d'actifs de 22 milliards, etc. On voit bien que même les pétroliers, qui étaient des grands acheteurs de ça, doivent accélérer très très fortement. Donc les grands acteurs de ce marché-là vont devoir accélérer très fortement leur transition. Une réaction, votre sentiment, avant d'avoir votre prédiction à vous sur l'envie ou le sentiment qu'il y aura une prise de conscience, une accélération des achats de droits à polluer, si j'ai bien compris, et qui s'ensuit avec une augmentation du prix du carbone, qui est une bonne chose, qui serait effectivement une... Non seulement je pense que c'est une bonne chose, on le voit avec Biden d'ailleurs depuis son élection à la présidence des États-Unis, qui vient de rejoindre effectivement la COP21, on le voit même de manière extrêmement modeste au niveau du citoyen. Je regardais encore les articles pendant la période estivale, l'explosion des ventes de vélos par exemple.
On voit la notion d'utiliser moins son véhicule, de rester plus propre, plus proche. On voit que tout ça est en train de peser sur le citoyen. Et donc cette pression, j'allais dire, mais cette pression au sens extrêmement positif du terme, elle joue énormément sur les entreprises. Et je partage complètement. C'est vrai que un groupe comme Total commence déjà depuis de nombreuses années à investir massivement. On ne le voit pas trop, mais ils ont investi dans énormément de startups de startups de PME et de TI même, hein, pour compenser évidemment, d'abord parce que évidemment le pétrole a ses limites. C'était leur métier, donc effectivement il faut qu'ils et on voit bien qu'eux-mêmes doivent avoir une transformation extrêmement importante. Et aujourd'hui, c'est dans toutes les stratégies de communication, entre autres, et des directions des entreprises, c'est clair. Alors, vous m'avez dit avant l'émission, Nicolas, mon truc, ma prédiction, mes souhaits, ça c'est transformation, mode de vie, modèle économique, comportement. Voilà. Est-ce que, si on est un peu plus précis, voilà, quelle transformation numéro 1 voyez-vous cette année 2021 Vélo, Nicolas Doucerin. Oui, il y a le vélo. Est-ce que c'est dans les voilà. Moi, je me suis offert pour Noël. Et les vélos, il paraît qu'on ne peut plus en acheter. On est complètement en rupture de stock partout. J'ai acheté le dernier. J'ai d'en changer, moi. Ouais. Moi, j'ai acheté le vélo Angel Bike lancé par M. Simoncini. Ouais. Je viens enfin de l'avoir. J'avais attendu 5 mois, mais ah oui, quand même. C'est pas de l'achat d'impulsion. Mais je regrette pas. Dans la boutique, vous n'êtes pas sorti avec un vélo, ce que je voulais dire. Non, surtout que ça s'achète sur Internet, donc je risquais pas de rentrer dans la boutique. Mais en tout cas, j'en suis très content et je fais plus de sport et ça va être bien pour ma ligne. Non, peut-être moi, alors d'abord, avant d'aller peut-être sur le souhait, qui est notamment d'abord les prédictions. Moi, je suis un pari. Je fais le pari d'une explosion de la création d'entreprises et le développement et l'accélération de nouvelles startups. Alors pourquoi ? Alors, on va me dire complètement fou, parce qu'on parle de crise, on parle de chômage de masse. De faillite à annoncer. On parle de faillite à annoncer, certes, mais je pense qu'on vit une période extraordinaire, parce que les périodes de crise sont toujours des périodes extrêmement propices à prendre le risque. Je vais essayer de l'expliquer simplement. Quand on est dans une période, j'allais dire lambda, on n'aime pas trop prendre de risques. Voilà. On arrive, on investit, on y va par tâtonnement, c'est parfois compliqué. Quand vous vous retrouvez dans des situations où vous êtes dos au mur, on vous ferme votre entreprise, on ferme votre restaurant pendant 6 mois, on vous licencie. Vous n'avez plus de revenus, les indemnités, les aides de l'État ne suffisent pas. Et bien, quand vous avez une famille à nourrir, il faut trouver des solutions. Et le fait de laisser davantage de Français à leur domicile, d'avoir beaucoup de Français et de Françaises au chômage partiel, d'avoir énormément de jeunes, je parle de tous ceux qui sont à la fac, qui ne sont pas à la fac d'ailleurs, qui restent chez eux. Ils ont aussi parfois du temps pour réfléchir, pour analyser, pour observer les évolutions de notre société. Et moi, je fais le pari que cette situation de crise va générer énormément de création d'entreprises. En tout cas, c'est un pronostic que je fais. J'espère qu'on relèvera les compteurs. Et je le dis personnellement, je le disais tout à l'heure à Jean-Christophe, j'ai créé moi-même mon propre nouveau cabinet Valumène le 6 mars 2020. On est en pleine croissance. J'ai tout misé sur l'agilité, le développement, être ingénieux, accompagner nos clients dans les projets de transformation. On a des prévisions de croissance extrêmement fortes pour 2021 et je m'en réjouis. Mais ça, on peut l'avoir dans énormément de secteurs. C'est un profiteur de la crise, au bon sens du terme, hein, évidemment. Oui, non, mais alors, c'est vrai, mais parce que souvent, et il faut revenir sur un élément essentiel, c'est quand on parle de crise, on pense toujours à faillite, restructuring, licenciement. Mais j'ai la chance d'accompagner une grande marque du leader mondial du luxe dans le monde. Je ne vais pas citer le nom, tout le monde le connaît. Voilà, je gère la crise. On a aujourd'hui plusieurs managers de transition qui interviennent chez ce leader-là pour gérer la crise de croissance. Parce que les ventes explosent, parce que la digitalisation est en train d'accélérer et parce que l'entreprise elle-même, la marque, doit accélérer sa transformation pour subvenir aux besoins et à la croissance des nouveaux marchés émergents. Et il y en a, même si on est dans le domaine du luxe aujourd'hui. Donc vous avez des Hermès se porte très bien, par exemple. Que ce soit Hermès, LVMH, ce sont 2 leaders français qui aujourd'hui ont des taux de croissance dingues, malgré le fait qu'on ait vécu une année 2020 extrêmement compliquée. Donc la crise, ça n'est pas uniquement le restructuring, la faillite et les licenciements. Ça peut être une crise de liquidité, ça peut être des crises de croissance, de développement. On parlait avec Jean-Christophe tout à l'heure d'accélérer la... Pour le coup, une crise de croissance, ça n'entraîne pas de création d'entreprise en soi. Enfin, autant une fermeture d'entreprise... Non, mais il y a des vrais changements de modèle, et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans ce que l'on vit, c'est que effectivement, ce qu'on avait peut-être prévu parfois de mettre 5 ans, 7 ans, 8 ans pour transformer, là, il va falloir le faire en
2-3 ans. Et donc, il faut aller très vite parce que, évidemment, c'est la conséquence. Il y aura des perdants dans cette période de transformation, mais il y aura des gagnants et il y aura également de nouveaux acteurs qui vont émerger. Je crois beaucoup dans ces startups-là, qui vont saisir les idées, saisir les opportunités et qui vont trouver leur voie dans un monde qui est en pleine transformation. Et c'est ça qui est passionnant aujourd'hui, mine de rien, dans la crise que nous vivons. On parlera un peu de transformation d'entreprise dans la deuxième moitié de l'émission quand on parlera du secteur automobile. Jean-François, vous parieriez sur une explosion du nombre de créations d'entreprises dès 2021, par exemple, Je suis désolé, je vais être d'accord, parce que effectivement, pour les raisons qui viennent d'être citées, c'est que toute crise est une remise en cause de plein de modèles, et on voit bien que les grandes entreprises souffrent, les grands groupes sont en difficulté. Il y a plein de fusions-acquisitions. C'est aussi dans ces périodes-là que ça s'accélère. Donc, c'est souvent générateur de remise en cause de plein de modèles. Et donc, oui, des entreprises. Mais je dirais même que moi, il y a ça vient surfer une vague qui était déjà là. Donc, et encore une fois, moi, je vois ce Covid-là pas comme une révolution, mais comme un accélérateur de tendance. On a parlé de la digitalisation, on parle de la transition énergétique. Ben là, c'est pareil. En fait, finalement, cette tendance de la création d'entreprises, on avait déjà des nombres records de création d'entreprises. 2018-2019, c'est des nombres records de création d'entreprises. Et je ne parle pas des entrepreneurs. Je ne parle pas des livreurs et des chauffeurs VTC. Même hors les entrepreneurs individuels. On avait vraiment individuels, on a avec ces records de création. Et donc, c'est quoi? C'est qu'on a cette vague de fond, finalement, de la fin du salariat unique, du rapport, on reste 20 ans dans la même boîte, on ne change plus, etc. On est vraiment dans beaucoup de gens parlent d'ubérisation, et c'est pas le bon terme, justement. C'est que je crois qu'on est la Startup Nation, ça, là aussi, ça un petit peu, peut être anxiogène et un peu irritant. Non, je crois quand même qu'on est dans une remise en cause du CDI unique, et on est plutôt dans un mode où effectivement le contrat de travail est un rapport de contrat, et je pense que les nouvelles générations sont assez demandeuses de ça, d'avoir une espèce de souplesse dans leur organisation, dans leur mode de vie, 8 heures de boulot, métro, dodo, avec une boîte dans laquelle on reste 25 ans et on commence à compter ses points de retraite à 50 ans. Non. Télétravail comme accélérateur de la décrue du salariat, par exemple, oui, je crois que c'est un des thèmes de fin d'année. C'est le déclin du salariat comme on l'a connu avant. Je pense que ça, c'était à l'œuvre aujourd'hui. C'est une accélération phénoménale avec toutes ces entreprises qui se créent, ces remises en cause des modèles, et le télétravail, la facilité de créer une boîte maintenant aujourd'hui, de créer un site, c'est maintenant de plus en plus facilité. Et là aussi, la digitalisation est là. On a fait des sauts quantiques en 6 mois de 5 ans. Bien sûr. On peut créer des boîtes facilement. On peut regarder les réseaux sociaux. En 2 mois, on peut être le leader, un leader d'opinion, et demain un leader de vente. Donc c'est assez facile de remettre en cause des modèles finalement. Alors, deux éléments importants. Je me souviens, il y a 20 ans, j'ai 44 ans, j'ai fait une conférence à HEC, d'accord, sur l'esprit d'entreprendre, l'entrepreneuriat. J'étais frappé de voir que 95% des jeunes d'HEC il y a 20 ans... Vous aviez quasiment le même âge qu'eux à l'époque. Oui, c'est vrai. Sauf que j'étais autodidacte, donc j'étais dans une relation justement qui était un peu... Mais j'étais déjà chef d'entreprise depuis 5 ans. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que 95% des jeunes d'HEC rêvaient d'une chose, c'était de rentrer chez BNP Paribas, chez Andersen, chez L'Oréal ou chez Total. Aujourd'hui, je regarde la dernière année, 90% des jeunes de ces grandes écoles ne rêvent que d'une chose, c'est de créer leur propre start-up, d'être autonome et de ne plus rentrer. Donc, c'est très intéressant. Après, tout le monde ne pourra pas créer sa start-up non plus. Il faut aussi qu'il y ait des salariés dans les grosses boîtes, enfin, en tout cas des collaborateurs salariés ou pas, j'en sais rien. Mais ça démontre 2 choses. D'abord, ça veut dire que si j'étais président d'un grand groupe du CAC 40 aujourd'hui, sérieusement, je me poserais de sérieuses questions pour réorganiser la manière d'appréhender le travail, de recruter, de motiver, de rassembler avec toutes les formes de travail que l'on connaît aujourd'hui. Il y a même une banque, dans la banque de détail, qui a lancé, il y a déjà quelques temps maintenant, ne recrute plus des directeurs de banque en CDI, mais sous le format auto-entrepreneur. Pour montrer un petit peu l'évolution, parce qu'aujourd'hui, ils ont énormément de problèmes à recruter. Et de l'autre côté... c'est aussi parce que les agences bancaires, c'est peut-être un business un petit peu, un peu compliqué, je peux pas... Oui, mais parce qu'aujourd'hui, vous avez énormément de secteurs et même de métiers dans ces grands groupes où on n'arrive plus à recruter des talents. Donc, ça va forcer les organisations à s'adapter, à gagner en agilité, à offrir finalement de nouvelles prestations, nouvelles manières de manager, de fluidifier, de mettre en place du télétravail. Le deuxième sujet que je voulais vous dire aussi, je viens de créer une deuxième start-up. Je l'ai créée le 31 décembre. Ça va être une filiale de Valumène. Je ne vais pas le dire encore parce qu'on va annoncer officiellement son implantation, mais je l'ai créée le 31 décembre à 14h32. Et ce matin, j'ai reçu du greffe
mon extrait Cabis, Le Cabis. avec la société. Je l'ai créé le 31 décembre de manière totalement dématérialisée. Donc oui, c'est facile aujourd'hui de créer une entreprise. En tout cas, ça l'est beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Et moi, je fais le pari de cette explosion parce qu'on a énormément de talent. 4 jours dans un week-end, c'est pas mal. Oui. C'est pas mal. Ça fait 2 jours ouvrés. C'est un bon. On se plaignait de l'administration tout à l'heure. voilà. Il y en a quelques-unes qui Il y en a fonctionnent à plein. qui fonctionnent. Exactement. Allez, votre prédiction tout à l'heure, c'était la hausse du prix du carbone. Jean-François, votre souhait maintenant? Mon souhait, c'est de me planter sur les prévisions Ah. macroéconomiques de Natixis. C'est-à-dire qu'on est un petit peu prudent sur l'année 2021 avec une première partie qui va être compliquée. Et donc, on risque d'avoir une croissance française qui sera sans doute loin des 6-7% qu'on pouvait, qui miroitait il y a encore quelques temps. Je pense qu'on sera plutôt autour de 3-4% en étant... Officiellement, le gouvernement est à quoi? Il est encore à 6. Voilà, donc, comme tout le monde, il va Oui. devoir réviser. Enfin, là, c'est aussi, je pense qu'il si il devait le faire aujourd'hui, il ne le referait pas comme ça. Bien sûr, C'est la même chose. Mais voilà, le souhait que j'aurais, ce serait ça, c'est qu'on se plante et que finalement, ce que je disais tout à l'heure, que une fois qu'on va rouvrir les économies, on va voir que, comme on avait vu finalement au printemps, que quand on a rouvert les économies, et peut-être que cette fois, on aura le sentiment que c'est pour de bon, à ce moment-là, la consommation... Oui, on a eu un bon revient, troisième trimestre, un excellent par troisième, exemple. 18,7% de croissance. Pour le coup, la France a fait mieux que tout le monde dans ce côté-là. Espérons, voilà, le souhait, c'est que on se plante un peu dans le pessimisme ambiant aujourd'hui et que finalement les réouvertures des économies seront un peu plus rapides et que nos prévisions de croissance seront trop pessimistes. Et pour ça, il faudrait qu'on retrouve une vie à peu près normale quand, là, pour que vous soyez surpris en bien par, in fine, le chiffre de la croissance française en 2021. C'est le sujet, c'est votre apéritif de tout à l'heure. Hein. Si plutôt on aura le sentiment véritable que en fait, le Covid s'est terminé parce que le vaccin est là, parce que ça baisse, mais aujourd'hui, force est de constater qu'il monte partout. On a des records de cas en Grande-Bretagne, 300 000 cas aux États-Unis, des records en Thaïlande, etc. Donc il n'est pas en train de réduire, là, il est en train d'accélérer. Le Covid, l'hiver arrive, et ça va nous plomber quand même tout l'hiver. Hein. Donc le premier trimestre va pas être bon. Donc pour que ça se matérialise, cette embellie... Il faut que le deuxième, quand même, commence à bouger. Quoi. Et donc, ce sera saisonnier, quelque part, avec le retour du printemps, le retour des beaux jours, comme dit notre président. Mais pour justement que ça s'invalide, il faudrait que les vaccins viennent contrecarrer cet effet hiver saisonnier. Et donc, les vaccins disent non, mais même si on est au cœur de l'hiver et que ça accélère, ça y est, en fait, l'immunisation collective est en train d'arriver. Je peux dépenser mes 200 milliards d'épargne accumulée sur 2 ans et me remettre à consommer, à me remettre à voyager, à me remettre à me projeter dans l'avenir. Et moi, entrepreneur, me mettre à investir. Et une fois qu'on a fait ça, l'économie s'en sortira nettement mieux que nos prévisions aujourd'hui qui sont plutôt là en disant, pour l'instant, on est encore en train de gérer la crise, quoi. Il est un peu dans le wishful thinking. Ouais, François, Nicolas. C'est un souhait. Hein, non, mais c'était le jeu. Le normatif et le positif. Absolument. C'était l'exercice, le cahier des charges. En fait, je pense qu'il manque pas grand-chose. Il manque beaucoup et très peu à la fois. On le voit bien. On est dans un espèce de brouillard. On est dans l'approximation. On est dans commenter effectivement toutes les semaines. Et c'est vrai que les dernières nouvelles ne sont pas très rassurantes, en tout cas à court terme. Alors que si on organisait ça de manière beaucoup plus efficace, avec une vaccination massive, rapide, bien organisée, je pense que très rapidement, on pourrait revenir dans un climat beaucoup plus confiant et donc dépenser. Parce que, on l'a souligné, je sais que c'est très dur pour les gens les plus modestes, parce qu'on a aussi 15 ou 17 millions de Français qui souffrent et qui vivent avec très peu, pour ne pas dire trop peu d'argent. Ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat, mais qui n'ont pas d'épargne et qui, eux, cherchent à finir leur fin de mois. Mais de l'autre côté, on a aussi toute une partie de nos concitoyens qui ont amassé énormément de réserves. En consommant moins que d'habitude. En consommant moins. Et en ayant un revenu globalement étranger. Où on peut relancer des travaux, où on peut voyager, repartir. Encore faut-il avoir des avions, pouvoir aller dans la destination. Je voyais, moi qui ai passé 1 an aux Antilles en mission, il y a 3 ans en tant que manager de transition, quand je vois que les Antilles explosent en ce moment... parce que justement les restaurants sont ouverts là-bas et j'ai vu il y a une accélération, on le voit bien. Je crois que beaucoup de métropolitains sont, c'est vrai, ils ont raison parce que en plus de ça c'est magnifique, c'est un beau territoire de France et j'encourage d'ailleurs tous nos concitoyens à aller voyager là-bas, mais on le voit dès qu'il y a un appel d'air et qu'il y a un peu de confiance, je suis extrêmement d'accord avec Jean-François, ça peut repartir extrêmement vite. Donc il faut créer ce terreau-là pour permettre à notre économie justement de rebondir. Allez, pour terminer cette première partie, votre prédiction, c'était l'explosion du nombre de créations d'entreprises. Votre souhait, le truc, si seulement, 3 petits points. Allez, moi, c'est pour 2021, je souhaite que ce soit le millésime du changement.
Voilà, du changement, je ne vais pas reprendre le Alors programme. vous faites l'homme politique là, parce que le changement, ça a souvent été utilisé. Ouais, il y a eu le changement, c'est maintenant. Il y a eu le changement de 81. Entre-temps, il y a eu la transformation de 2017. Non mais Guillaume, j'ai resté en cohérence par rapport à mon métier et à ce que je sais faire. Vous savez que je suis un homme de la crise. Moi, j'ai connu la crise de 2008. Je vous rappelle que j'ai créé une entreprise. Oui. Ah bon, on l'a tous connu, hein, mais à différents... J'ai connu la faillite. J'ai connu la faillite. J'ai été en redressement ça fait le cuir. Ouais. Ça fait le cuir, voilà. J'ai rebondi. J'en ai fait un bouquin témoignage. Je connais très bien ces sujets-là. Quand je parle du changement, je parle de la transformation de nos sociétés parce que je veux qu'on envoie aussi un message positif et il y en a énormément. D'abord, je le ferai sur deux axes. Rapidement, ouais. Le premier, c'est au niveau de la famille. Ouais. Je dois reconnaître que j'ai tendance parfois à un peu trop travailler. Et c'est vrai que la période de confinement m'a permis de passer plus de temps avec mes enfants. On n'a jamais fait autant de déjeuner et de dîner à table. Alors, mes ados... pas par principe, puisqu'effectivement... Bon. Mais ils râlaient. On a retravaillé, évidemment, en étant bloqué chez soi, on a retravaillé un petit peu avec nos commerçants parce qu'on voyait bien qu'ils étaient en pleine souffrance. Et moi, j'ai cherché à consommer davantage auprès de tous nos petits commerçants localement pour favoriser, essayer de les soutenir. Nous avons aidé 2 restaurateurs dans mon village et le village voisin qui ont dû fermer, qui ne pouvaient pas faire leur activité pour au moins 2-3 fois par semaine aller acheter des plats chauds pour pouvoir déjeuner, dîner et malgré tout les faire travailler. On a mis en place, la maire de notre commune a mis en place un épiservice où on a fait tout du circuit court pour permettre dans le village de pouvoir acheter nos propres produits et vivre en circuit court. Tout ça, pour moi, ce sont des points extrêmement positifs. Donc ça, c'est pas exceptionnel pour vous, c'est des acquis. Vous souhaitez que ça devienne des acquis. Mais je souhaite que ce soit non seulement des acquis, que ça s'accélère et qu'on utilise quand même le côté extrêmement bénéfique de ce que nous a apporté la crise. Et le deuxième changement majeur, c'est évidemment dans nos entreprises. Regardez aujourd'hui, on le voit bien au niveau, ne serait-ce que de la circulation. On est en Île-de-France, on sait ce que c'est que les embouteillages, les problématiques des villes, de pollution. On voit sur l'immobilier aujourd'hui, où les gens, quand vous étiez confinés dans 35 mètres carrés dans Paris, ou quand vous étiez confinés dans 100 mètres carrés à 20 km de Paris, mais plutôt à la campagne, avec un petit bout de verdure, un petit bout de jardin, tout le monde n'a pas vécu le confinement de la même manière. Et donc, cette période de crise, finalement, ce confinement forcé, permet aussi de revoir notre mode de vie, de nous réadapter et de provoquer dans les entreprises un changement de l'organisation. On voyait, c'était d'ailleurs sur le plateau de Bismart, l'ancien directeur de la marque Peugeot, qui était intervenu, je crois, avec Stéphane Soumier, qui expliquait qu'on fermait un siège social sur les 3 en Île-de-France, avec un objectif, c'est 2 journées de télétravail pour tous les salariés, et j'allais dire à vie, des cadres du groupe PSA. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'avez plus 5 salariés par semaine qui vont venir déjeuner dans la cantine d'entreprise, qui vont utiliser des restaurants, mais qui vont rester chez eux. Ça veut dire donc moins de trafic, peut-être moins d'embouteillage, moins de consommation sans doute d'essence, en tout cas dans les années à venir. Donc on est en train de déréguler et d'inventer un nouveau monde. Et finalement, cette crise, elle apporte aussi de la nouveauté, de la créativité pour développer l'agilité, permettent à nos entreprises de se transformer, de s'adapter, et finalement, dans un monde qui est en pleine évolution. Et ça, pour moi, c'est un élément extrêmement positif. Donc 2021, le millésime de la transformation. Voilà, de la transformation. Ce que je résume en 2 mots, il y avait le débat... on va revenir comme avant après la crise où plus rien ne sera jamais comme avant. Nicolas nous dit on va pas revenir comme avant, en tout cas sur les questions des modes de vie, il a très bien développé ça. Vous souscrivez ? Moi, oui. Alors, et en même temps, voilà, moi j'ai un autre souhait, c'est d'être quand même rapidement en terrasse en train de boire un verre avec des amis sans masque et de grignoter un morceau. Il y a un petit côté comme avant dans cette dimension. Je suis un peu d'accord, mais voilà, il faut quand même que tout ne soit pas remis en cause. Quoi. Voilà. C'est sûr que la bière par visio, c'est nettement moins sympa. C'est moins sympathique. Voilà, et effectivement, pour avoir, pendant les vacances, passé 3 jours à l'étranger où les restaurants, un pays où les restaurants étaient ouverts, c'est vrai que ça fait un peu de bien, a fortiori quand on pense aux restaurateurs. Ici, restez avec nous, on marque une courte pause, on se retrouve dans un instant.
Retour dans Late et Smart, deuxième partie de l'émission. On va parler industrie, plus spécifiquement industrie automobile, et puis on va élargir le propos. Aujourd'hui, regardez, c'était les gros titres dans la presse économique. Le Figaro, regardez, PSA et Figaro Eco, PSA et Fiat Chrysler mettent Stellantis sur orbite. Les actionnaires de PSA et Fiat Chrysler, nous dit le papier, se prononcent, c'est un papier de ce matin, donc ils n'étaient pas encore prononcés sur le projet de fusion lors des deux AG à distance. Stellantis, c'est donc le nom, celui-là on le savait, du nouveau groupe constitué par ces deux groupes automobiles, les Échos, Double Page également, PSA et Fiat Chrysler, mariés pour devenir le 4e groupe automobile mondial. Et puis donc ça a été confirmé dans la journée, petite dépêche de l'AFP, au cours d'une assemblée générale en ligne. Les actionnaires ont validé à plus de 99,8% les 3 résolutions concernant la fusion, dont la date effective doit être annoncée très rapidement, selon le président du directoire de PSA, Carlos Tavares. Donc 99,8%, ça c'est les actionnaires de Peugeot SA, et les actionnaires de Fiat Chrysler du côté italien. Quelques heures plus tard, ils ont été 99,15%, un tout petit peu moins, enfin globalement c'est quand même un score honorable, à valider le principe de cette fusion. 4e groupe automobile mondial, attention, selon quels critères ? Pas selon le critère de la capitalisation boursière, évidemment, on va en parler, selon le critère des volumes de vente, effectivement, avec un classement pour lequel Volkswagen, regardez, il y a le graphique sur le papier des Échos que j'évoquais tout à l'heure, Volkswagen avec 11 millions, presque la même chose chez Toyota, quasiment 11 millions aussi, l'alliance Renault, Nissan, Mitsubishi, 10 millions, c'était les volumes 2019. Hein. Et Stellantis, donc, autour de 8 millions. D'où ma question, est-ce que Big is beautiful ? Voilà, c'était une époque dans le capitalisme, on disait ça, puis après on a dit non, après c'est plutôt small is beautiful, et puis de toute façon il y a des modes, hein, heureusement. Est-ce que dans l'automobile, dans l'industrie, est-ce que Big est toujours beautiful ? Est-ce que cette fusion, tout le monde a l'air de penser, en tout cas les actionnaires, que c'est une bonne chose ? Est-ce qu'on a des certitudes aujourd'hui sur cette idée de plus on est gros, mieux c'est dans l'économie mondialisée d'aujourd'hui ? Votre sentiment, Jean-François ? Je crois qu'il y a deux forces un peu centrifuges et centripètes. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut s'unir un peu nos forces, mais aussi nos faiblesses. C'est-à-dire que là, on a deux groupes qui étaient un peu contrastés. Et c'est vrai que de réunir Peugeot et Fiat avec, voilà, il y a une présence plutôt Amérique du Nord, avec Ram ou Jeep, notamment, voilà. Très implantée. Oui, Fiat, c'est d'abord Jeep, Ram et Chrysler, voilà, c'est d'abord l'Amérique. Chrysler, etc. Ouais. On voit bien que ça, c'est très implanté aux États-Unis. Et le reste du groupe, quelque part, très fort en Europe. Donc on a un petit peu cette alliance qui fait sens en termes industriels, même si, comme toutes les fusions, je passerai sous contrôle de mon voisin, mais ça a toujours des enjeux. Donc oui, il y a un vrai enjeu. En revanche, quand on regarde ça, et on parlait de valorisation juste avant, avec du Tesla qui vaut plus que ces groupes-là, alors qu'ils ont vendu qu'un demi-million de voitures. À la fin, c'est l'exploit de cet début d'année, c'est que Tesla a réussi à vendre ses 500 000 voitures, mais on voit bien qu'un PSA... Oui, on parle de groupes qui a entre 8 et 10, hein, 1 million. 8 millions qui valent là, alors que Tesla vaut l'ensemble de ces groupes réunis en valo. Mais surtout, ce qui est plus inquiétant, je pense, pour ces acteurs-là, c'est que non seulement il y a Tesla, mais quand vous regardez les 10 plus grosses valorisations, il y a 5 Chinois qui sont complètement inconnus au bataillon, qui vendent des voitures en Chine, hein, quelques millions de voitures. Ils ne sont pas encore vraiment sortis de chez eux. Mais c'est surtout que cette force de frappe de la valorisation, ça va donner une force de frappe d'investissement dans le monde de demain. Or, aujourd'hui, moi, ce que je pense la force un petit peu centripète de l'histoire, c'est que c'est pas tellement d'être gros qui compte. Ce qui compte, c'est d'avoir la bonne stratégie. Et la stratégie, il faut pas être grand clair. La stratégie, c'est d'être demain hyper bon sur les voitures électriques et demain autonomes. Ce que dit quelqu'un comme Tavares très, très justement. Mais voilà, est-ce que c'est la capacité à le faire ? On se donne un petit peu des moyens financiers en se réunissant, c'est clair, mais il faut bien voir que la compétition, là aussi, va être féroce. Hein. Tout le monde a bien entendu envie de faire de la voiture électrique et demain de la voiture autonome. Donc il vaut mieux être sans doute gros, en tout cas riche, dans cette course à l'équipement et à l'investissement, puisque, regardez l'hydrogène, on n'y est pas encore, donc ça demande des énormes dépenses de R&D. Donc je crois que de s'allier de ce point de vue-là est plutôt une bonne chose. Gros, riche et bien géré. Une des forces, alors le PSA était plutôt petit, hein, mais globalement, 2019 et probablement cette année encore aussi 2020, même si tout le monde est un peu en baisse, une des plus belles marges du secteur, mais pas la taille critique. Et s'il y a encore l'histoire de taille critique, dans ce genre de grosses fusions industrielles, alors il y a des exemples vertueux, puis il y a des contre-exemples. Hein, il n'y a pas longtemps, je crois que Robert Peugeot disait j'ai connu la fusion Peugeot-Citroën, je disais ça dans le papier, je ne veux plus jamais revoir ça. Dans une fusion franco-italienne, on a le contre-exemple aussi Essilor-Luxottica, qui est quand même depuis des années un espèce de
binz incroyable pour des problèmes manifestement de gouvernance. La gouvernance, c'est la clé. Là, on a l'impression que les gens sont à peu près d'accord, ce qui est déjà pas mal. Il y a un leader affirmé qui est le président de PSA, Carlos Tavares, et puis un président du conseil de surveillance, M. Elkann, qui représente les actionnaires, en l'occurrence les actionnaires italiens. C'est quoi la clé de la réussite dans l'absolu, dans une fusion de cette taille-là? C'est la plus grosse fusion de l'histoire de l'automobile, au sens véritable fusion, c'est pas juste une marque récupérée. Et particulièrement dans l'industrie automobile, on voit il y a une telle transition à faire vers des nouvelles motorisations électriques que c'est pas forcément une force d'avoir un historique, justement, précisément. Deux choses. D'abord, je me réjouis, je l'avais déjà dit dans une précédente émission, je me réjouis pour l'instant que l'élève surclasse le maître. Je parle évidemment de Carlos Ghosn dans la stratégie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a... Donc Carlos Tavares, élève de Carlos Ghosn, ce que vous voulez dire, c'est ça que... Oui, non, mais pour que tout le monde... Ancien élève, puisque c'était un des... Il était numéro 2, numéro 3 de Renault. On lui souhaite une meilleure fin. Oui. On lui souhaite une bien meilleure fin, mais j'ai l'impression que l'élève a énormément appris de toute l'expérience de chez Renault, avec ses bons et ses mauvais côtés. Sûrement, ouais. Et il a l'air de très bien maîtriser sa marque. Donc le secret de tout ça, c'est quoi? D'abord, il faut avoir un vrai capitaine d'industrie. Honnêtement, je pense qu'on l'a. Oui. Deuxième, il faut avoir la bonne stratégie. Donc être gros pour être gros n'a aucun sens aujourd'hui. Voilà. Être gros, ça dépend. Quelle est la stratégie? Où est-ce qu'on va aller? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un monde automobile qui est en pleine mutation, Jean-Christophe l'a parfaitement dit tout à l'heure, entre le projet de la voiture autonome, le développement et l'accélération de Tesla quand même, tout le monde avait misé sur la faillite de Tesla il y a encore 1 an et demi. Bon, tout le monde est en train de changer un petit peu d'avis sur le sujet. Ils sont passés pas loin, d'ailleurs Elon Musk le reconnaît. Il le reconnaît, mais en attendant, il passe. Oui. L'exemple de Nicolas montre que tout le monde n'est pas Nicolas Tesla, l'autre Nicolas avec un K. Avec un K, c'est pas toujours le cas. Bon, mais il commence à gagner de l'argent et bon, il est peut-être passé sur le fil du rasoir, mais en attendant, pour le moment, ça a l'air de fonctionner. On ne parie pas sur sa faillite à court terme, manifestement. Troisièmement, il y a évidemment le sujet de l'hydrocarbure. On parle de la voiture électrique, certes, c'est un sujet majeur, mais c'est l'hydrocarbure, sans doute, et vraisemblablement l'avenir. Alors, je sais que ça demande des investissements. L'hydrogène. Oui. L'hydrogène. Oui. Ça demande des investissements qui sont colossaux. C'est vrai qu'en étant extrêmement regroupé tel qu'on l'est, avec des axes stratégiques entre l'Amérique d'un côté, l'Europe de l'autre, ça donne une force, en tout cas sur le papier, qui est intéressante. Et je dirais ce qui pourrait être encore plus intéressant pour le groupe, je pense qu'on peut s'en inspirer. L'exemple parfait dans le domaine du luxe que j'ai cité tout à l'heure, c'est LVMH. C'est-à-dire on peut être très gros, mais avoir des marques très puissantes et jouer intelligemment pour laisser une forme d'autonomie, finalement, à chacune de ces marques. Laisser la marque très forte sur son territoire, sur son domaine, pouvoir s'émanciper, se développer tel que le fait le groupe LVMH, et en même temps avoir un groupe qui mutualise un certain nombre, évidemment, de moyens en recherche et développement, sur la partie finance, sur la partie IT, etc. etc. Je pense qu'au niveau d'un groupe comme aujourd'hui pilote Carlos Tavares, il est là l'enjeu stratégique. Donc c'est un élément extrêmement important. Vous nous dites être gros pour être gros n'a strictement aucun intérêt. C'est quasiment le discours de Veolia. Aujourd'hui, il y a une bataille de pub. Avant la fin d'année, c'était Suez qui a fait énormément de pubs dans les journaux. Aujourd'hui, ou hier dans le JDD, je ne sais plus, il y a une double page Veolia, où effectivement le président de Veolia, M. Fierro, explique que, notamment sur la question des investissements, effectivement, tout le monde est tout petit aujourd'hui dans cet univers des acteurs de la transformation écologique. Il dit il faut être plus gros pour pouvoir faire les investissements, pour pouvoir suivre, pour pouvoir faire évoluer nos clients industriels, précisément être moins pollueurs. Donc là, cette idée de gros pour être gros, ça dépend des industries, Jean-François. Moi, je pense que le bon exemple, en fait, c'est Moderna. Finalement, ou BioNTech, ce qui s'est passé sur les vaccins, en fait, c'est des petites entités finalement agiles, intelligentes, avec des gens de très haut niveau qui se mettent ensemble, mais en même temps qui s'appuient sur des capitaux et sur des investissements massifs que seuls des gros groupes peuvent sans doute donner, que ce soit dans la transition énergétique ou dans l'automobile. Et je pense que c'est là le secret, c'est effectivement, là on est dans un monde où il faut qu'on trouve un moyen de faire voler des avions, de faire rouler des voitures à l'hydrogène. Ok, on n'y est pas du tout, c'est très coûteux, très lourd, on sait tout le sujet
et les enjeux de tout ça. Donc, on a en plus la puissance publique qui met de l'argent là-dessus, mais il faut des gros groupes, des gros dépenses de recherche et développement, on le disait. Et donc là-dessus, de s'appuyer sur des grands groupes, c'est intéressant. En revanche, laisser décentraliser, et on revient à notre histoire des vaccins, de laisser la décentralisation de la décision pour voir un petit peu explorer des pistes en s'appuyant sur cette puissance financière, c'est sans doute un petit peu le meilleur des deux mondes. Effectivement, le multimarque de ce point de vue-là marche pas mal. Un truc anecdotique qu'il n'est peut-être pas, la nationalité de Carlos Tavares, il est portugais, donc il est ni français ni italien, sachant que c'est une fusion entre un groupe français et un groupe italien. Est-ce que c'est a priori une bonne chose pour éviter précisément la bataille franco-italienne qu'on a depuis des années à la tête de Essilor? Le pour un groupe mondial, je pense que c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, mais ça ne marche pas dans tous les cas, puisque au niveau de Carlos Ghosn, ça a montré ses propres limites. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est plus important, c'est avant tout un projet humain. C'est-à-dire que quand on crée une telle alliance aujourd'hui, l'enjeu majeur dans les mois, mais ça a déjà commencé dans les négociations, mais dans les mois et les années à venir, c'est quoi? C'est la répartition des pouvoirs, c'est l'autonomie des marques, c'est le respect des hommes et des femmes qui vont faire ce groupe, parce que Carlos Tavares peut être génial, c'est pas lui qui va tout faire et tout manœuvrer. Ah bah non, il y a 400 000 salariés là, dans le nouveau groupe, là, donc effectivement, il n'est pas tout seul. Souvenez-vous de l'erreur quand même de Carlos Ghosn, s'il faut apprendre de ses erreurs, c'est que quand on veut diriger, qu'on prend la présidence finalement de toutes les marques du groupe que l'on dirige, où on essaye de tout contrôler, il y a un moment donné, il y a quand même une limite au système. Les journées n'ont que 24 heures, et quand vous passez déjà la moitié de votre temps dans les avions, vous allez me dire en ce moment c'est un peu plus compliqué. Mais ce qui était le cas à l'époque, il y a un moment donné, ça a ses propres limites. Donc quand on crée de véritables alliances comme ça, il faut que ces alliances aient une véritable utilité. Donc Carlos Tavares l'a évoqué. L'objectif majeur, c'est de faire des plateformes communes pour évidemment mutualiser en termes de recherche et développement, favoriser, mais il va falloir que chacune des marques puisse continuer de s'exprimer, de toucher sa clientèle, de renforcer sa marque même, tout en ayant la puissance de frappe d'un grand groupe en termes d'investissement, de préparer les carburants, la voiture autonome demain, l'électricité, l'hydrogène. Et c'est là où le groupe peut être extrêmement intéressant. Donc le choix des hommes, la répartition des pouvoirs et le respect, de l'identité de chacune des marques du groupe, je pense que ce sera le secret de la réussite de cette fusion et de cette alliance. Pour le débat, est-ce que ça fait sens en 2021 de faire une fusion industrielle majeure entre le vieux monde et le monde un peu moins vieux, mais globalement entre l'Europe et l'Amérique, et sans avoir dans la boucle un acteur asiatique important, sachant que vous le rappeliez, globalement Peugeot SA est très fort en Europe, Fiat Chrysler est très fort aux États-Unis. Bon, ils sont pas absents de Chine, ils sont pas absents d'Asie, mais globalement c'est pas là où. Est-ce que c'est pas un peu quand même sur le papier, encore une fois, et indépendamment du côté industrie automobile, de faire une grosse fusion sans être vraiment là-bas? Non, mais c'est toujours le débat avec la Chine, évidemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu d'ailleurs le succès de Tesla, c'est d'avoir ouvert son usine à Shanghai et de produire beaucoup. Rendez-vous dans quelques années, voir si Tesla va pas s'être fait bouffer un petit peu, y compris ses brevets et toutes ses avancées technologiques, sans tomber dans la caricature. Ouais. Mais il est quand même face à des acteurs locaux soutenus par un gouvernement qui n'attendent que ça. Et on a déjà des acteurs très forts dans l'électrique en Chine. Il y a un certain nombre d'acteurs très forts dans l'automobile. Et qui sont valorisés beaucoup plus, c'est-à-dire pour ça qu'une fusion n'est probablement pas possible, parce que du coup... C'est pas la peine d'aller trop les chercher pour l'instant, sans avoir un outil industriel déjà bien en place, avec des avancées. Je pense que, là encore une fois, la force de Stellantis, c'est peut-être de s'appuyer sur l'Europe, où finalement vous avez un marché de 450 millions de consommateurs, commencez par être bon là-dedans, avec une voiture hydrogène, autonome demain, etc., qui sera vendue un petit peu partout ici. On fait un petit peu la même chose aux États-Unis, puis on verra après. C'est pas forcément, je pense, le modèle d'avoir une voiture qui se vend partout dans le monde. On a vu que ça, c'était pas un énorme succès, où que ce soit. Que ce soit, oui. En dehors de Tesla, mais qui a vendu que 500 000 voitures pour l'instant. Surtout, il est là aussi. Pardon, je fais ma petite. Non, allez-y. Mais Tesla, il est surtout valorisé parce qu'il vend des droits à polluer. En ce moment, c'est surtout ça qui fait son bénéfice net. On ne sait pas si c'est ça qui fait sa valorisation. C'est ça qui fait son bénéfice sur dans ses comptes. Après, effectivement, on projette une valeur, une force future pas un très gros bénéfice à Tesla qui pour l'instant est encore assez faible. Est-ce qu'il y a des divergences sectorielles qui vous paraissent évidentes justement dans les domaines où le big serait beautiful et le big serait pas beautiful, où ça dépend vraiment trop des situations?
Non, ça, je sais pas. Dans les grosses fusions, on a eu ADS, on a eu Airbus, historiquement aussi. Oui, c'est vrai, mais qui a longtemps été un exemple de réussite, même si là, il y a un petit sujet conjoncturel avec la fin du transport aérien temporaire. Je pense que Carlos Tavares, aujourd'hui, se concentre sur son plan qu'il prépare depuis déjà de nombreux mois. Voilà. Ce qui est incroyable, pardon, en même temps, il instaure le télétravail chez Peugeot. C'est-à-dire que il va piloter la plus grosse fusion de l'histoire de l'automobile, là, et en même temps, il fait un truc totalement dingue. Il dit à tous ces cadres, tous les gens qui ne sont pas dans les usines, allez, restez chez vous. C'est-à-dire qu'il fait une révolution dans la révolution. En même temps, il pilote des projets majeurs en parallèle. Voilà. Est-ce que c'est raisonnable? Mais rien ne nous dit que dans son plan à 3-5 ans, il n'est peut-être qu'au deuxième niveau ou deuxième étage de sa fusée à 3 coups. Ah, peut-être, oui, et peut-être que le troisième coup, c'est l'Asie, avec une cible, mais il va se donner, je pense, d'abord prioritairement d'absorber, de créer une vraie gouvernance qui va devoir garder, encore une fois, j'insiste, cette agilité et en même temps préserver l'identité des marques, parce que je pense que c'est le succès d'une opération. Sinon, il conserve le patron de Chrysler, Mike Manley, qui va diriger l'Amérique. Ça a été annoncé à la fin d'année dernière. Guillaume, les têtes sont importantes, mais quasiment ce qu'il y a de plus important, c'est la ligne managériale, les N-1 et les N-2. C'est en dessous que ça se joue. Oui, c'est-à-dire c'est pour ça que j'évoquais la révolution. Sens, donner de la crédibilité et montrer tout l'intérêt pour que ce groupe rassure plus qu'il ne crée finalement de la frustration, des doutes et finalement de la peur. Il est là l'enjeu majeur. Il est au niveau des hommes. N'oubliez jamais que dans n'importe quelle fusion, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez sur papier, mais la réussite passe par les hommes et les femmes de l'entreprise, même dans une entreprise industrielle. C'est vital et essentiel. Voilà. Allez, pour terminer l'émission, on va balayer quelques sujets. On va partir à l'étranger. Tiens, on va parler techno. Direction les États-Unis, la Silicon Valley, on a appris ce matin, regardez ce papier, cette dépêche de Bloomberg, les travailleurs, les employés, on dirait en France, de Google, lancent un syndicat escalating tension, c'est-à-dire accréditant un petit peu plus la tension avec leur propre management. Ça a été annoncé ce matin à la fois par les salariés et par la direction de l'entreprise. C'est quasiment une première dans la Silicon Valley, en tout cas chez les géants de la tech, d'avoir un syndicat interne des salariés. Alors, c'est plus une petite boîte, Google, on parle en centaines de milliers de salariés, mais alors, pas tous dans la Silicon Valley, mais quand même un gros nombre d'entre eux. Vous voyez ça comme une normalisation inéluctable, et puis voilà, c'est normal, ou une espèce de truc un petit peu nouveau dans la Silicon Valley, il faudrait une bonne choix. C'est pas encore la nature revendicative du syndicat, mais globalement, c'est quand même là pour porter les revendications des salariés. Votre sentiment, c'était encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est une première, quasiment du jamais vu dans un grand groupe de tech américain. Nicolas. Oui, alors c'est une nouveauté, mais encore une fois, la société évolue. Google, on le voit aussi, ça pèse aujourd'hui extrêmement lourd. Alors c'est Alphabet qui est la maison mère Google, en fait, qui est concernée. Ça veut tout simplement peut-être dire qu'il y a eu quelques failles aussi, peut-être dans le management au cours de ces dernières années, qu'il y a peut-être eu des abus, de la défiance. Et aujourd'hui, si ce syndicat se crée, eh bien, c'est qu'il y a un manquement. Et en ça, la direction va devoir y répondre, tout simplement. Mais après, au niveau du syndicalisme, il faut c'est toujours pareil. En France, on le voit malheureusement d'un point de vue assez souvent trop négatif. Syndicat, c'est souvent l'opposition, la confrontation. Confrontation d'une partie des salariés de l'entreprise, d'une partie, face au méchant patron. J'exagère un peu, mais c'est quand même un peu vécu ça. Si vous allez par exemple en Allemagne, c'est extrêmement différent. On est vraiment dans une démarche très constructive où on prend le temps de parler, d'échanger, de négocier. Ce qu'on appelle une certaine cogestion à l'allemande. Voilà. Mais c'est une réalité. Et généralement, quand on se met en grève, c'est que vraiment on est allé au bout des négociations et qu'on n'a pas trouvé un accord. En France, on fait plutôt l'inverse. Aux États-Unis, on va voir ce que cela donne, mais encore une fois, on est dans un monde où il faut être agile aujourd'hui, où il faut s'adapter. Et en ça, donc il faut dialoguer. Il faut dialoguer et on va regarder ça avec beaucoup d'intérêt en tout cas. Votre sentiment, ça vous inspire quoi cette première dans la Silicon Valley, Jean-François? Je pense que c'est quand même un petit peu une remise en cause chez Alphabet de certain nombre de choses, parce que on revient sur le sujet là aussi, on boucle, c'est très bien fait cette émission. Non mais c'est vrai que ça boucle justement sur la remise en cause du salariat traditionnel, c'est-à-dire que Alphabet, c'est chez Google où on décide soi-même du nombre de vacances qu'on veut prendre, il n'y a pas de journée type, on fait ce qu'on veut, mais c'est pour ça que je le parlais télétravail, etc. Voilà. Et je reviens à ce que
vient d'être dit. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quand même une sorte d'échec, à mon avis, chez Alphabet, le fait qu'il y ait un syndicat qui se crée. Et pourquoi ce syndicat se crée? C'est d'abord parce qu'il y a eu des problèmes. Et c'est pas un outil forcément qui était vécu comme un outil de dialogue. C'est quand même un outil un peu de rapport de force d'un certain nombre de sujets, de parité, de discrimination. Oui, la Silicon Valley est considérée assez sexiste. Hein, voilà, sexiste, de discrimination, etc. d'un certain nombre de problèmes quand même. Et là, du coup, le syndicat vient répondre un petit peu, on revient à mettre du rapport de force, là où on s'affichait comme tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Là, non, on est plutôt dans quand même une sorte d'échec à la mode Alphabet. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle que quand même sur des groupes comme ça, ce soit pas complètement le Far West, hein, sans mauvais jeu de mots. Oui. Oui, alors il y a des sujets de parité, et puis il y avait des critiques aussi sur du business Google. Hein, quand Google travaille avec le Pentagone, ça ne plaît pas forcément aux salariés. Enfin, donc ça pose quand même des questions stratégiques, effectivement, qui seront intéressantes à suivre. On reste dans la tech, on passe en Chine. Où est Jack Ma pose la question, c'est le correspondant des Échos en Asie, le fondateur d'Alibaba, qui semble avoir provoqué le courroux du président chinois Xi Jinping, ça on le sait, puisqu'il a annoncé ça, il a annulé, le président chinois, l'introduction en bourse de Ant Financial, donc la filiale financière de Alibaba. Jack Ma n'est plus apparu en public depuis plusieurs semaines, ce qui, en Chine, évidemment, pose question. Ça vous inspire quoi, cette disparition on parle du quasiment la plus grosse boîte de e-commerce au monde. Hein. Enfin, c'est de la taille d'Amazon. Hein. Moi, je trouve ça très inquiétant pour la Chine, en fait, finalement, là aussi, pour faire un petit peu la liaison avec ce qui était avant. C'est-à-dire qu'il y a un moment ou un autre... ce qui fait la richesse d'un Alphabet ou d'Alibaba, c'était justement cette espèce esprit de création, de remise en cause des modèles, d'attirer les talents, etc. Là, et puis les patrons visionnaires. Oui. Les patrons visionnaires, etc. Mais il y a tout ce modèle-là. Ce qui est en train de se passer en Chine, c'est une énorme remise en cause, une mainmise du Parti communiste chinois sur toutes les entreprises. Et cette entreprise commence à faire un petit peu trop d'ombre au Parti communiste. Et donc, on fait revenir un petit peu tout le monde dans les clous. On divise, on voit bien aujourd'hui qu'il faut un petit peu faire, je dirais, montrer un peu allégeance au petit livre rouge de Xi Jinping, etc. Donc on revient quand même, on est plus proche de Mao que de Deng Xiaoping quelque part. Hein. Donc la Chine est quand même en train de changer et pas pour le meilleur de ce point de vue-là. Et ce que ça montre là, c'est aussi ce qui va devoir être suivi dans les prochaines années, sur les prochaines décennies. Est-ce que la Chine va pouvoir être encore à la pointe de l'innovation, ce qu'elle est aujourd'hui? Dans un pays qui est de plus en plus centralisé et de moins en moins libéral quelque part. Est-ce que l'innovation peut se permettre d'être dans un pays qui n'est plus libéral? Est-ce qu'on va attirer les talents? Est-ce qu'on va aller librement chercher des nouveautés dans un monde qui est très très contrôlé? Là, c'est quand même le symbole de la reprise en main du Parti communiste sur le secteur privé. Il y avait une phrase complètement dingue qui avait été dite par Xi Jinping il y a 1 an et demi, je crois, c'est qu'on n'a plus besoin du secteur privé. Il a fait son job maintenant. C'est le gouvernement et le Parti communiste reprend la main. Attention, la Chine est en train de se transformer. Et pour ce coup, là, ça symbolise bien ce qui est en train de se passer, pas pour le meilleur. Hein. Merci. Un commentaire, Nicolas? Non, je pense que Jean-Christophe a très bien exprimé à la fois les inquiétudes sur le sujet. C'est vrai que donc la question quand même, c'est où est le président d'Alibaba, c'est ça? Oui. Il est peut-être chez lui, hein, mais en tout cas, il a pu apparaître depuis. Il est peut-être en retraite, il prépare peut-être un nouveau projet, allez savoir. Effectivement, alors il y a eu des exemples, il y a pas mal d'exemples de patrons chinois qui ont disparu comme ça, 2-3 semaines, qui sont revenus. Et quand ils revenaient, ils disaient qu'ils avaient fauté avant et qu'ils changeaient pas mal de choses. Là, effectivement, le général de Gaulle, le changement. En général, c'est 4 jours, non? Oui, non, il était parti qu'une journée. Vous faites Baden-Baden. Non, c'est un aller-retour dans la journée, Baden-Baden. Allez, je voudrais terminer l'émission en vous montrant cette vidéo. C'est la dernière vidéo de Boston Dynamics. Ils sont très en pointe dans le marketing. Donc, c'est les boîtes de robots bien connues qui, quand je dis qu'ils sont en pointe dans le marketing, c'est parce qu'ils font souvent des vidéos assez spectaculaires de leurs robots. Là, c'est quasiment un clip. Hein. Il y a de la musique. Je ne sais pas si on entendra la musique, mais enfin, en tout cas, c'est des robots danseurs, donc il n'y a personne à l'intérieur, hein. C'est pas Star Wars, c'est des vrais robots. Ce qui est assez spectaculaire, c'est de voir effectivement la mobilité, l'agilité. Alors c'est un autre genre d'agilité, vous parliez agilité tout à l'heure, Nicolas, en parlant de stratégie d'entreprise et d'organisation d'entreprise. Là, on est sur d'une agilité, là il est encore sur deux pieds. Tout à l'heure, il va être sur un seul pied, vous allez voir. On va laisser la vidéo, juste un commentaire, ça vous inspire quel type de réflexion, Jean-François, très vite?
Philippe Cadic, Terminator. Non, je caricature un petit peu, mais on voit bien que du coup les robots vont quand même prendre une partie de plus en plus importante. Un robot qui sait faire ça, il sait tout faire, il sait servir à table, il sait sans doute soigner, il sait sans doute malheureusement se battre et tenir un fusil. Mais on a quand même une avancée dingue. Après, moi, juste pour une petite anecdote, c'est que ce qui semblait un petit peu de la science-fiction, j'étais dans mon bureau la semaine dernière, j'entends un bruit, effectivement, c'était un robot ménager qui passait tout seul dans les étages. Et voilà, ça y est, ça devient du quotidien, des robots autonomes qui se baladent même, dans des espaces un petit peu compliqués à gérer. Voilà, c'est pas fini, c'est le début. C'est le début. Bon, on ne l'aura pas vu sur un pied, on n'a pas le temps. On doit se quitter. Merci à tous les deux, Nicolas, Jean-François, d'avoir été à mes côtés pour cette première émission de l'année. À très vite. Merci à vous. Très bonne soirée et à demain.